Imu débarque à Elbaf. Gunko révèle enfin son lien avec Brook, le talent caché de Gaban. Je vous explique tous les détails importants de ce chapitre 1149. Donc restez jusqu'à la fin pour savoir pourquoi Marie-Joise est en flamme. Oda nous a cuisiné un chapitre masterclass et on va le débriefer sans plus attendre. Ça commence très fort avec Gaban qui vient littéralement atomiser Somers. Son style est insane, j'ai vraiment hâte de voir l'adaptation en animé parce que ce combat, ouah, les frissons, il vole littéralement sur le champ de bataille. Et en plus, il dit qu'il est rouillé. On imagine ce que ça pouvait donner à son prime. Il a déjà une vitesse de zinzin, le corps de Somers est encore en l'air qu'il est déjà passé derrière. Mais surtout, ses haches avec des éclairs de haki. Confirmation que Gaban possède une maîtrise d'une forme avancée du haki, celle qu'on avait vue dans le combat de Roger contre Barbe Blanche. C'est ce haki qui semble stopper la régénération de Somers, technique qu'on espère que Gaban apprendra au Mugiwara dans les prochains chapitres. Oui, parce que Gaban est loin d'être out. On en reparle dans quelques minutes. Il a tout simplement ratiboisé Somers. Il est détruit, coupé en deux, empalé dans ses propres ronces. Mais il parle encore et qu'il est toujours maintenu en vie grâce au pouvoir de Imu. Bon, maintenant parlons de la catastrophe du chapitre. Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! Ah, Colonne, on croyait en toi, mais là, t'as trollé. Bon, on peut pas lui en vouloir, c'est juste un enfant, mais quand même. Il a appelé son père, et donc Gunko a instantanément compris. Et comme on pouvait s'en douter, Colonne et Ripley sur ce champ de bataille représentaient des talons d'Achille énormes pour Gaban. Et Gunko en a profité. On voit Gaban qui entrevoit le futur grâce à du haki de l'observation, et il voit dans le futur Colonne se faire transpercer par les flèches. Du coup, il n'a pas d'autre choix que de lâcher les armes. Vraiment, tout allait bien se passer, il allait pouvoir sauver les gosses, fumer Gunko, arrêter l'incendie, sauver Elbaf, mais tout s'est joué à une seconde près. Il perd et il tombe. Mais par contre, il tombe où? Et oui, dans le monde d'en bas. Et il y a qui dans le monde d'en bas? Je vous fais pas un dessin, il est très probable qu'il tombe pas loin du trio et les géants restés en bas avec Loki et qu'il leur implore de sauver Elbaf. Mais il y a aussi un détail très important. Il y a aussi Chopper qu'on voit sauter avec Gaban dans le vide, on le voit dans la toute petite case en bas à gauche. Et ouais, Chopper va enfin servir à quelque chose. Ça faisait au moins 200 chapitres qu'il était absent le frérot. Là, il est peut-être en mesure de sauver Gaban. Mais pour l'instant, comme Gaban a perdu, c'est l'école et la bibliothèque qui sont incendiés. Alors ça, j'aurais vraiment pas cru que ça arriverait. Tout l'héritage d'Ohara, les livres qui ont été récupérés par les géants et contenant potentiellement la vérité sur le siècle oublié, sont en train d'être réduits en cendres. Et Robin est malheureusement impuissante face à l'événement. Maintenant, le plus croustillant du chapitre. Cette dernière planche, avec tellement de révélations, c'est une dinguerie. Récapitulons. Colonne appelle son père, ce qui déclenche un souvenir chez Gunko, d'une fille qui appelle son père en pleurant. De par la silhouette et les cheveux, on comprend que c'est Gunko enfant. Puis cette petite fille qui tient la main de Brook de dos qui lui dit que son rêve est de devenir un pirate et Gunko entend le prénom Brook dans son souvenir. Alors, Gunko serait la fille de Brook ? Non. Imagine 2 secondes, t'as été séparé de ton père, tu reviens à la raison, tu le revois et tu dirais Brook, c'est toi Brook? Non, tu dirais papa, c'est automatique, c'est un instinct. En plus, Gunko est petite et blonde, tandis que Brook a une coupe afro et mesure 2m60, ce serait franchement très bizarre. Brook, avant de devenir pirate, était membre de la garde royale d'un royaume. Gunko pourrait être la princesse du royaume, et Brook avait pour mission de la protéger et représentait donc une figure paternelle. C'est d'autant plus probable qu'on voit que Brook a une épée à sa ceinture, pour indiquer qu'il est un garde au moment du souvenir. Ou sinon, c'est la fille de Yorkie, le premier capitaine de l'équipage de Brook. On l'a vu notamment lorsqu'ils ont laissé Laboon avec Crocus. Yorkie, lui, est plus petit et blond, alors ça pourrait coller. Mais dans les deux cas, Gunko serait en fait plutôt vieille, car Brook a aujourd'hui 90 ans. Il avait 38 ans à sa mort, puis a erré 50 ans dans le triangle Florian, avant de rencontrer Luffy à 88 ans avant l'ellipse. Gunko semble d'apparence avoir entre 20 et 30 ans. Si elle a bien connu Brook à l'époque de la garde royale, elle est donc probablement chevalier depuis longtemps, environ 50 ans du coup. Ce qui explique en partie sa puissance et sa maîtrise de son fruit du démon. Là-dessus, j'attends vos avis en commentaire. Dites-moi pour vous qui est Gunko par rapport à Brook, ça m'intéresse vraiment. Et là, ça y est, Imu en a ras-le-bol de ses bons à rien de chevalier. Bon, en même temps, ça peut se comprendre, hein, son équipe, elle enchaîne les défaites, entre le Gorosei qui s'est fait ridiculiser sur Egghead, et maintenant les chevaliers qui traînent. Mais là, c'est fini. Imu prend le contrôle du corps de Gunko et parle par télépathie aux chevaliers. Pourquoi est-ce que vous traînez? La Terre Sainte est en flammes, il nous faut des renforts. Et Somers, on se demande s'il dit aïe parce qu'il a mal ou parce qu'il pense qu'il va finir comme Saturne. Imu décide de nous révéler sa réelle puissance, celle d'un dieu. Elle prend vraiment possession du corps de Gunko. On voit les cheveux qui poussent, les yeux qui changent. Ça pose plusieurs questions. Bon, déjà, d'où lui vient ce pouvoir surpuissant de contrôle? Ensuite, est-ce que Imu serait une femme? En tout cas, Imu passe la vitesse supérieure et va montrer l'étendue de ses pouvoirs par le corps de Gunko dans les prochains chapitres.
Mais par contre, la phrase d'Imou signifie que la priorité actuellement est à Marie-Joise. Pendant tout ce bazar, on sait que le sommet de Redline est actuellement en PLS. Suite d'abord à l'intervention de Sabo durant la rêverie, qui a sauvé Kuma et déclaré la guerre aux dragons célestes en libérant des esclaves et en détruisant les réserves alimentaires de la Terre Sainte. Et en même temps, les révolutionnaires ont poussé 8 pays à la révolte, ce qui diminue drastiquement les ressources de la Terre Sainte, qui prélevaient des taxes énormes et de la nourriture. Ivankov et Dragon étaient prêts à entamer la bataille dès que les chevaliers divins seraient mobilisés. Et ils sont aujourd'hui bien occupés sur Elbaf, donc Dragon en profite. Le plan était parfaitement rodé. Pour moi, Dragon est enfin passé à l'action. Les révolutionnaires ont attaqué Marie-Joise. C'est d'autant plus probable que Shamrock au chapitre 1140 a été rappelé pour protéger la Terre Sainte. Après, ça pourrait aussi être la Cross Guild qui prend beaucoup d'ampleur dernièrement, même si Baggy a plutôt annoncé qu'il partirait chercher le One Piece. Ça pourrait être aussi Barbe Noire qui voudrait frapper un grand coup, car il est au courant que Marie-Joise est coupée du monde extérieur. On l'apprenait au chapitre 1126 dans sa discussion avec Lafitte. Et s'ils étaient plusieurs à être montés en même temps à Marie-Joie. En tout cas, j'ai hâte de voir dans les prochains chapitres comment ils ont pu mettre autant à mal la Terre Sainte. Il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc on aura peut-être la réponse. En attendant, tu peux mettre un petit commentaire pour le référencement et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Je te dis à la prochaine, sayonara.